Alors, on va démarrer cette session avec notre invitée du jour, donc Anne Lavanchi, qui va intervenir dans cette deuxième partie de matinée, donc sur cette thématique, hein, qu'on avait vu, comment peuvent faire les anthropologues avec ce petit jeu de mots, vous l'avez compris, avec le terme faire, qui voilà, nous introduit en fait finalement dans un des enjeux effectivement de cette session. On a vu dans le fond ce matin, à partir effectivement de ces grands principes juridiques, dans quel cadre effectivement les choses se déploient et les enjeux de l'open science vont se jouer. L'idée d'une session comme celle de ce matin maintenant, c'est vraiment d'entrer dans le concret de situations plus spécifiques, notamment de nos particularités disciplinaires, et donc en prenant l'exemple, je dirais presque un cas d'école, dans le fond, qui est celui des ethnologues confrontés, dans le fond, aux enjeux de l'open science. Je dis c'est un cas d'école parce que, voilà, dans le fond, la particularité de l'anthropologie, notamment le fait que les données soient produites dans le cadre de ce qu'on appelle le journal de terrain, notamment, pose effectivement un certain nombre de questions, à la fois en termes d'anonymisation, hein, dans le fond, comment on pourrait anonymiser un journal de terrain pour pouvoir le partager. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il faut le faire? Mais surtout, dans le fond, qu'est-ce que c'est que les données en anthropologie? Je partirais bien de cette petite citation de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, dans La politique du terrain en 1995, qui disait « La phase de production des données peut être analysée comme une restructuration incessante de la problématique au contact de celle-ci et comme un réaménagement permanent du cadre interprétatif au fur et à mesure que les éléments empiriques s'accumulent. » Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est cette circulation, dans le fond, entre la phase de production des données et leur analyse, qui, alors, dans d'autres cas disciplinaires, vont être deux séquences, on pourrait dire, relativement séparées, hein, le moment de la production des données, puis le moment, dans le fond, où le set de données est stabilisé et on commence de le traiter, de l'analyser, avec la situation à laquelle sont confrontés, dans le fond, les ethnologues, puisque du coup, la manière de produire les données et le moment de l'analyse sont incessamment reliés l'un à l'autre, et du coup, difficilement dissociables. Ce qui pose tout un tas de questions, dans le fond, auxquelles on se trouve confronté quand on adopte effectivement une démarche de type ethnographique dans ses recherches. Il y a à la fois cette interaction, dans le fond, entre l'enquêteur et l'enquêté, hein, qui est primordiale, le rôle, le statut, les particularités de l'enquêté qui interagissent, dans le fond, avec sa manière de percevoir et d'enregistrer les données elles-mêmes. Hein. Donc, du coup, il y a un lien, dans le fond, entre le statut, la personnalité, le rôle, les choix méthodologiques de l'enquêteur et la manière, dans le fond, dont les données, une fois pas prélevées, j'aime pas dire prélevées, mais en tout cas produites, vont être enregistrées sur le journal de terrain. Hein. C'est tous très bien qu'effectivement, en anthropologie, quand deux anthropologues vont sur les mêmes terrains, ils ne perçoivent pas la réalité de la même manière, ils n'enregistrent pas les données de la même manière. Il y a une variation dans le fond des données qui est liée aussi effectivement à la situation particulière de l'ethnologue. Moi, j'aime à dire, en tout cas, pour rappeler en tout cas aux personnes qui entrent dans ce type de démarche, que la particularité de l'ethnologie et de l'anthropologie, hein, c'est que justement les données ne nous sont pas données, on va même dire les données ne sont même pas obtenues, elles nous sont plutôt confiées par des personnes qui acceptent dans le fond d'entrer dans cette démarche de transaction avec nous. Elles nous sont confiées, si elles nous sont confiées, ça repose dans le fond sur une forme de pacte. J'aime bien appeler ça un pacte de bienveillance. Dans le fond, l'idée entretenue entre l'ethnologue et son terrain, qu'effectivement, on entre effectivement dans une transaction, dans une forme de don et de contre-don avec les enquêtés pour effectivement parvenir à obtenir de l'information. Hein, c'est toute la difficulté, dans le fond, de l'ethnologue qui est dans une constante négociation dans l'accessibilité au terrain et donc dans la possibilité de produire des données. Les accords, dans le fond, que l'ethnologue passe avec les personnes ou les communautés avec lesquelles il choisit d'interagir sont des accords constamment évolutifs qui ne peuvent pas, du coup, si facilement être formalisés, en fond, dans un contrat au début du projet de recherche. Hein. Bien souvent, la plupart d'entre nous constatons dans le cadre effectivement du processus de recherche que les premiers accords formels de mise en place avec les terrains et l'accessibilité des données vont être amenés à évoluer, positivement ou négativement, hein, tout au long de la recherche, et que du coup, l'idée de formaliser par un accord et un consentement éclairé la possibilité d'accéder aux données, puis ensuite de les publier, de les partager, etc., est un accord, dans le fond, qui peut constamment être remis en cause, qu'on ne peut pas si facilement formuler. D'où, dans le fond, toutes ces difficultés, il y en a d'autres, mais toutes ces difficultés, lorsque l'ethnologie et l'anthropologie se trouvent confrontées, dans le fond, aux enjeux de l'open science, à la fois, dans le fond, on pourrait dire comment concilier à la fois l'injonction contradictoire entre l'éthique qui invite quand même
à la fermeture et à la protection des données, comme on l'a vu ce matin, et l'Open Research Data, qui invite dans le fond au partage. Et puis, plus généralement, un peu comme j'ai dit, comment gérer dans le fond cette idée du consentement, alors que dans le fond, on est dans une relation constamment évolutive et qui va interagir effectivement sur la production des données. Donc, pour vous parler de tout ça, il fallait une experte dans le domaine. Déjà tout dit. Donc, je remercie vraiment voilà, Anne Lavanchy d'avoir accepté l'invitation. Anne Lavanchy est professeure associée à la Haute École de Travail Social de Genève. C'est une anthropologue, vous vous en doutez, spécialiste du Chili, qui travaille sur les communautés mapuches notamment, mais qui s'est intéressée aussi à tout un tas de processus d'autochtonie, de racialisation, de construction interculturelle des identités. Hein. Je résume très rapidement avec mes mots à moi, mais j'espère pas être trop juste. Alors, elle ne va pas nous entraîner au Chili aujourd'hui, je crois pas. Enfin, peut-être. On ira au Chili, on ira en Bolivie. Voilà. Mais l'autre belle casquette d'Anne Lavanchy, c'est que au sein de la Société suisse d'ethnologie, elle co-dirige une commission, qui est la commission GRED, hein, qui s'occupe dans le fond de l'éthique et de la déontologie, ou dans le cas d'aborder les questions d'éthique et de déontologie dans notre discipline. Donc, en ce sens-là, elle a déjà beaucoup travaillé, réfléchi, participé dans le fond à la réflexion sur toutes ces questions. Et elle a aussi participé au sein de la Société suisse d'ethnologie à une prise de position, je ne sais pas si certains l'ont vu ou l'ont lu, une prise de position de la Société suisse d'ethnologie, justement par rapport aux enjeux de l'open science. Donc, je te passe la parole, je te remercie encore pour ta présence parmi nous, et puis on t'écoute avec plaisir pour environ 45 minutes avant d'ouvrir les questions. Juste petite question, du coup, j'aime bien faire un peu plus dialogique, oui, mais c'est pas très adapté pour les personnes en ligne. Alors, les personnes en ligne vont bien entendre en fait tout ce que tu dis. Par contre, si les personnes de la salle parlent, il faudrait répéter ou résumer dans le fond la question. Je vais aussi le faire, mais je pense que tu vas y arriver. Mais voilà, bien rappeler effectivement les questions. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, je parle pas seulement en mon nom. En fait, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un certain nombre de synthétiser un petit peu des prises de position et des réflexions qui ont été faites dans le cadre de la Société suisse d'ethnologie. Alors pourquoi l'ethnologie? C'est pas parce que c'est une discipline qui serait meilleure ou trop différente des autres, mais elle a pour particularité, contrairement aux autres sciences sociales, d'avoir des méthodologies qui sont uniquement de type qualitative et des démarches inductives, dynamiques, processuelles. C'est des démarches, des méthodologies qui se retrouvent dans d'autres disciplines, par exemple en sociologie. Par contre, en sociologie, il y a aussi tout un volet quantitatif qui est assez important, la même chose en géographie humaine, ce qui explique en fait que la Société suisse d'ethnologie est vraiment la société qui s'est intéressée à réfléchir aux conséquences de ces nouveaux cadres d'encadrement, cadres de recherche à différents niveaux pour pouvoir produire des prises de position et des explicitations sur quelles sont les conséquences en fait pour les démarches inductives et pour les recherches qualitatives. Alors, je vous ai mis un certain nombre de documents ici pour un peu jalonner les choses. Effectivement, cette commission GRED date de 2008. Depuis l'année passée, c'est une commission officielle. Avant, c'était juste un think tank. Et puis, je vous ai mis LRH juste après. C'est pour expliquer que les premières réflexions un peu formalisées de ce groupe ont été initiées par la nouvelle loi sur la recherche sur l'humain. Il y avait toutes les questions de savoir en quoi les démarches anthropologiques vont être affectées par ce nouveau cadre légal. Et puis, suite à ça, il y a eu une charte éthique qui a, un projet de prise de position, puis ensuite une prise de position sur une charte éthique de la part de la Société suisse d'ethnologie. Un article qui a été traduit en français, qui a été initialement produit en anglais, mais qui après a été traduit en français et en allemand sur vraiment l'explicitation du nouveau cadre légal, mais qui vient de changer, qui va changer en septembre, on l'a vu tout à l'heure, donc en 2018, un article, et puis 2 récents papiers qui ont été produits aussi dans le cadre de la Société suisse d'ethno.
sur, d'une part, le Data Management Framework, donc les conséquences du Data Management Plan, etc. Et le tout dernier sur l'Open Science et le Data Management. Donc, c'est vraiment une réflexion qui a été mise en avant, en évidence dans la société, notamment par Hélène Hertz, qui dirige, bientôt plus, mais qui a dirigé pendant quelques années cette société. Donc, elle a trouvé que c'était vraiment important d'accorder beaucoup d'énergie à la signification de ces nouveaux cadres légaux pour l'anthropologie. Donc, l'objectif du GRED de manière générale, et des articles qu'on a produits, c'est d'informer la communauté des chercheurs, chercheuses en sciences sociales qui travaillent avec des méthodes de type ethnographique ou des méthodes qualitatives et des démarches inductives sur les conséquences ou les changements légaux et les conséquences et comment adapter les choses pour nous ou comment en fait on peut être parfois pris à partie. Parce qu'il faut se rappeler, je ne sais pas si c'était peut-être aussi évident par rapport à la présentation du cadre juridique tout à l'heure, que les paradigmes centraux qui ont mené à ces reformulations, soit à des formulations légales ou à des reformulations légales, c'est vraiment des paradigmes qui sont basés sur les sciences naturelles, avec des questions de reproductivité, d'interopérabilité des données qui ne font pas spécialement sens pour nous. Donc, du coup, se pose la question, comment on peut faire et qu'est-ce que ça veut dire pour la recherche qualitative. J'ai commencé juste très brièvement. Donc, je vais présenter un certain nombre d'éléments qui reprennent ce que Laurent a mis en évidence sur les enjeux spécifiques, à partir notamment de la prise de position qui est la dernière ici, donc ce dernier papier qui a été vraiment sur le lien sur le FAIR et Open Science pour l'anthropologie ou pour les démarches qualitatives. Et puis, j'ai choisi 2 ou 3 illustrations à partir de 2 projets de recherche que je mène actuellement. J'ai aussi beaucoup travaillé en Suisse, mais là, c'est 2 projets qui sont respectivement au Chili et en Bolivie, histoire un tout petit peu d'illustrer en tout cas les enjeux ou les questionnements que ça pose. Je ne sais pas si j'ai vraiment des solutions, mais pour vous donner aussi un petit peu de choses un peu plus concrètes que simplement ces textes de prise de référence. Peut-être juste pour commencer avec le GRED, donc le groupe de réflexion sur éthique et déontologie. On a vraiment été dans tous les instituts d'anthropologie ou semblables, certaines fois en Suisse, pour présenter nos réflexions. Et puis, on aime bien rappeler qu'il y a la nécessité de poser un cadre d'éthique de la recherche qui vient pas comme ça, et qui vient parce qu'il y a effectivement eu des scandales et ce qu'on pourrait qualifier de mauvaises pratiques. Donc, depuis qu'il y a vraiment de la science formalisée, il y a aussi des scandales scientifiques. Alors, il y a eu le procès sur le procès des médecins, pardon, à Nuremberg, hein, sur toutes les expérimentations qui ont été faites dans le cadre des camps de concentration. Ça a été en biomédical le premier grand scandale. Après, on s'est dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit aussi d'utiliser comme résultat à partir du moment où ils ont été produits dans des conditions non éthiques. Il y a eu, alors en sciences médicales, il y a eu un certain nombre de choses. Hein. Il y a eu aussi ces expérimentations aux États-Unis de personnes noires privées de soins dans le cadre d'une recherche parce qu'il s'agissait de comprendre pendant beaucoup plus 40 ans l'évolution de la syphilis. Donc voilà, c'est un certain nombre de scandales comme ça qui ont eu lieu, qui imposent de devoir réfléchir à l'encadrement éthique de notre profession. On n'a pas tous, a priori, une démarche éthique. Et puis, en anthropologie, il y a aussi eu des scandales scientifiques. Alors, il y a d'une part tout le rôle de l'anthropologie historiquement dans la question coloniale. Alors là, c'est un exemple des zoos humains ou villages nègres, selon les termes appropriés de l'époque, hein, c'était des expositions de personnes qui circulaient, mais où il y avait une caution scientifique donnée par certains anthropologues sur la manière dont vivent les gens. Donc, il y a ce passé problématique de l'anthropologie de la discipline. Et puis, un petit peu plus récemment,
notamment sur les questions autochtones. C'est là où il y a eu le plus de tensions, à ma connaissance, outre anthropologie médicale, mais sinon ça va être les questions autochtones. Il y a un livre qui a été publié, donc c'est Yanomamo, The Fierce People, qui s'est révélé extrêmement problématique dans la manière dont il a été fait, mais aussi les pratiques de cet anthropologue, Napoléon Gagné, qui a travaillé avec un généticien en inoculant, enfin en faisant des prélèvements génétiques, en laissant apparemment la rougeole aussi se diffuser et sans vraiment offrir des soins. Donc voilà, il y a eu là une convergence d'un scandale de santé publique et anthropologique qui fait qu'il y a eu notamment ce Secret of the Tribes, qui est un documentaire qui revient sur ce scandale en anthropologique et qui a fait beaucoup de remous au sein de l'association scientifique la plus importante des anthropologues, qui est bien sûr l'association dite américaine des anthropologues, donc américaine, c'est États-Unis en l'occurrence. Donc c'est juste pour rappeler la nécessité d'avoir des débats sur qu'est-ce que c'est que l'éthique, parce qu'il y a effectivement plusieurs problèmes qui se posent, qui sont certains des problèmes liés au fait que les personnes ne respecteraient pas des règlements éthiques, ou en tout cas que les règlements éthiques se sont révélés nécessaires suite à ces scandales, mais plus généralement, on s'aperçoit en anthropologie qu'on a plein de zones grises, on ne sait pas toujours très bien comment faire, et donc c'est vraiment une des spécificités de l'anthropologie. Hein. Très souvent, si vous regardez méthodes anthropologiques ou terrain anthropologique, en anglais, il y a le terme messiness, hein. Donc il y a cette espèce de caractère assez difficile à cerner de qu'est-ce que c'est que des données en anthropologie, qu'est-ce que c'est qu'un terrain anthropologique. Donc Laurent l'a déjà mentionné, hein, on est dans des relations interpersonnelles où les anthropologues produisent des données avec des participants en recherche. Et cette question de production, elle est centrale. On n'a pas de collecte réelle de données, on produit, et donc on fait partie de cet univers qui nous permet de comprendre un certain nombre de choses, d'objectiver des comportements, des relations, etc., pour ensuite en tirer des analyses, des enseignements sur le rapport au monde, mais on fait vraiment partie de cela. Vous verrez aussi, alors j'ai mis un certain nombre de citations tirées des textes que je vous ai présentés tout d'abord, mais j'utilise aussi des photos. Les anthropologues aiment beaucoup avoir des images, hein. Il y a une espèce de mise en évidence qu'on était sur le terrain, de qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Et du coup, quelque chose qui est aussi parfois sous-estimé, c'est quel type d'image on peut utiliser pour dire quoi, dans quel contexte, etc. Donc voilà, il y a aussi toute une réflexion là-dessus. J'espère que c'est pas que de l'écrit en fait. Nos données, alors, les journaux de terrain sont très problématiques. Est-ce qu'il faut ou pas les considérer comme des données ou des données brutes? Donc est-ce qu'on peut ou pas les partager? On va revenir sur certains éléments. Mais il y a aussi d'autres types de production de données, notamment visuelles. Si vous avez des questions, si je parle trop vite, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Oui. Question sur le chat, ethno égale anthropo. Oui. On fait court. Oui, on fait court, on fait ça. Ethnologie, tradition française, anthropologie, tradition britannique, mais on fait court, on fait comme ça, et on parle d'anthropologie sociale et culturelle. Et donc pas anthropologie, anthropologie physique, comme ça existe notamment aux États-Unis et un petit peu ici. Alors, le papier, la prise de position de la Société suisse d'ethno, elle thématise une citation en fait de Swiss Universities qui, vous verrez de qui elle est tirée, parce que c'est as closed as necessary and as open as possible. Voilà, donc c'est post-Covid comme réflexion. L'idée, c'est de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui est pertinent d'ouvrir et qu'est-ce qui est dangereux d'ouvrir. Donc, comment on peut en fait
répondre à ce nouveau paradigme de l'open science, et c'est vraiment un changement par rapport à qu'est-ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que la production du savoir scientifique. Hein, il y a vraiment un nouveau paradigme de l'open science. Et quelles sont les conséquences ou quelles sont les différentes interprétations des types de données qu'on peut avoir en anthropologie pour savoir qu'est-ce qui est possible d'être ouvert. La question de l'ouverture, déjà, elle commence par être tempérée. Il y a bien sûr qu'est-ce qu'on peut ouvrir, qui est souvent la question de base. Mais les questions qu'on peut aussi se poser quand on fait une démarche qualitative, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ouvre à qui et pourquoi. Notamment par rapport à la question de la production des données. On parle aussi souvent de coproduction des données. Il y a toute une réflexion sur l'autorité des anthropologues et du coup l'autorité aussi des gens avec qui on travaille par rapport à certaines connaissances, par exemple, qui fait que les gens avec qui on travaille ne sont pas simplement des sujets de recherche, c'est des acteurs et des actrices à part entière de nos recherches. Donc, est-ce qu'on doit aussi ouvrir à ces personnes ou pas nos données, par exemple nos journaux, pour aller très vite, mais on va revenir là-dessus. Dans quel but, dans quel objectif, comment en fait, quels sont en fait les contours de cette collaboration qu'on a quand on fait un travail de terrain, notamment un travail de terrain peut-être un petit peu traditionnel, qui c'est pas toujours le cas, mais ça reste quand même souvent le cas, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps avec des personnes, beaucoup de temps, traditionnellement, il y avait cette idée que le terrain anthropologique durait une année, mais c'est pour vous dire qu'on partage pendant longtemps le quotidien de personnes et qu'il y a un certain nombre d'applications. Donc, la question de savoir qu'est-ce qu'on ouvre, on peut se la poser en tant que chercheur, chercheuse. Il y a d'une part la question de la transparence par rapport aux collègues. Hein, c'est le tournant réflexif qui a été extrêmement fort en anthropologie au début des années 90, où voilà, il y a une clarification des positionnements, une mise un peu en abîme. Certains disaient un peu de nombrilisme de la part d'anthropologues qui disaient, vous voyez qu'on parle des fois plus de soi que des autres, mais pour ce tournant a été, à mon sens, nécessaire pour qu'on comprenne exactement ce qui peut jouer un rôle dans le type de relation qu'on a avec les participantes à nos recherches, et du coup, comment on peut aussi les protéger, puisque le terrain repose sur une certaine intimité et sur le fait qu'on a pu développer des relations approfondies avec des personnes. Donc, comment faire coïncider le besoin, la nécessité de protéger avec ces dimensions approfondies, et puis la question de la diffusion des travaux, notamment dans les publications. Et puis, cette nécessité de réfléchir à ouvrir ou pas du côté des institutions qui encadrent nos pratiques de recherche, puisqu'on travaille là plus dans le cadre des institutions de recherche. Donc, à la fois, il y a les bailleurs de fonds et à la fois, il y a nos employeurs. Il y a la question de l'open science comme paradigme international. Donc, il y a eu ce besoin de répondre à un trend international. Alors, nous aussi, c'est apparemment la seule manière de faire de la recherche éthique et citoyenne. Donc, il faut qu'on réponde à ça. Donc, ça, c'est un besoin des institutions. Il y a un élément qui est très important, qui est celui du tournant digital. Donc, tout est devenu digital. Donc, il y a toute la question de la protection vraiment des données qu'on a quand elles sont digitalisées. Il y a la question de pouvoir les conserver, de leur conservation, jusqu'à quand on les conserve, etc. Notamment, la plupart du temps, dans le paradigme de l'open science, on nous dit on doit conserver les données jusqu'aux premières publications. Si on regarde le DMP, c'est souvent quelque chose qui est conseillé. C'est pas absolu, mais c'est conseillé. C'est pas possible en anthropologie, clairement, puisqu'il y a des choses qui se passent sur un temps long, voire très très long, où on peut pas simplement effacer, par exemple, nos journaux de terrain et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est relativement pérenne, même si c'est pas toujours digitalisé. Mais donc, il y a ce tournant digital. Et puis, outre le paradigme international de l'open science, il y a les obligations légales, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est, à mon avis, aussi à mettre en lien avec la question de la juridicisation des relations de manière générale. Hein. Donc, il y a une juridicisation faite qu'il peut y avoir des
des attaques de type juridique ou des plaintes contre nos institutions de manière générale et aussi en lien avec la recherche. Donc ça, c'est un peu pour un cadre général. Ce que la prise de position a aussi pu mettre en évidence en analysant un certain nombre de documents du FNS ou des Swiss Universities et du CEFRI de manière générale. C'est ce qu'on a vu aussi ce matin avec les questions d'anonymisation et de pseudonymisation. C'est pas la même chose, mais en même temps, dans les textes et les guidelines, il y a souvent une confusion. Donc, d'une part, on nous dit c'est pas la même chose l'open et le fair, mais si on regarde des textes qui nous indiquent comment répondre aux attentes, par exemple du Front National, ils sont utilisés comme des synonymes. Donc, selon le Fonds national, ce que requiert le Fonds national, c'est ce qui est fair, c'est qu'on ait un traitement FAIR des données, mais c'est pas obligatoirement, tout n'est pas obligatoirement de l'open access. Open dans le sens accessible à tout le monde, sans patente, sans copyright, sans licence, etc. Donc, ce qui est important dans ce qui est fair, c'est l'accessibilité plus que l'ouverture totale. Donc, l'accessibilité, c'est donner accès à des personnes adéquates à un moment donné et de la manière, au moment adéquat et de la manière adéquate. Donc, il y a quand même une contextualisation qui est possible et qui répond aux attentes notamment du Fonds national qui finance beaucoup de nos recherches. Pour l'anthropologie, on voit que les principes FAIR ne sont pas toujours faciles à appliquer. Parce qu'on a des recherches déjà de type qualitatif, comme on l'a dit à plusieurs reprises avec Laurent, il y a une dimension processuelle ou dynamique. Et donc, la Société suisse d'ethno, plutôt que de se braquer, ce qui, dans certains pays, a été un petit peu le cas en disant mais on ne peut pas faire ça pour l'anthropologie, a pris ceci comme opportunité pour clarifier les pratiques, pour essayer déjà de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a une communauté anthropologique qui finalement, même si on a beaucoup de peine à formaliser nos méthodes, avons beaucoup de points communs sur notre manière de travailler. Donc, c'était une opportunité pour clarifier les pratiques et repenser ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, notamment en termes d'ouverture. Il y a une préoccupation du fait que ce paradigme dont j'ai parlé est un paradigme biomédical ou des sciences dures. Donc, les régulations et les requis légaux ne sont pas tels quels applicables pour les données qualitatives. Ils peuvent même, dans certains cas, avoir des effets inappropriés en termes d'éthique et de protection des personnes. Donc, il peut y avoir, suivant le type de recherche qu'on a, ça peut être contre-productif à la fois pour la recherche, mais aussi pour les gens qui participent à nos recherches. Et ça, c'est un point qui a été particulièrement important à faire remonter, notamment au Fonds national, mais il y a aussi tout un travail qui a été fait avec force, que je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître si vous êtes dans les données qualitatives, où il y a aussi beaucoup de soutien par rapport à ça. Donc, il y a quand même une acceptation en ce moment assez grande des spécificités des méthodes qualitatives, tant par le SNF surtout par le FNS. À la HESSO, c'est peut-être des fois à voir en tant que sur les différents sites, mais c'est quelque chose qui a été entendu. Donc, c'est pas possible toujours pour des raisons éthiques d'appliquer ces principes FAIR. Et puis, surtout quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur dans la société suisse d'ethno, mais aussi dans le GRET, c'est que même s'il y a cette ouverture actuellement par rapport aux spécificités des démarches, des méthodes ou des démarches anthropologiques, on craint un tout petit peu une certaine formalisation. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le DMP, pendant 5 ans, le Fonds national nous a dit c'est quelque chose qui est facultatif. On peut avoir différentes manières de le remplir. On peut ne pas, refuser de donner des données. Hein. Enfin, voilà, ça dépend quelle boîte on va faire. Dans quel tick the box, quoi. Dans quelle boîte on va mettre notre petit vu au début. Mais on a la sensation qu'à partir du moment où il y a certains textes qui existent, ils pourraient potentiellement devenir des règles et non pas des normes qu'on
on peut encore discuter. Donc, à ce moment-là, il faudrait vraiment faire attention à ne pas tomber dans une hiérarchisation des savoirs où les productions de données de type qualitatif seraient moins bien considérées que les données dites dures et qu'on pourrait en fait plus vraiment mettre en œuvre des méthodes anthropologiques, ethnographiques. Donc ça, c'était un petit peu les problématiques qu'on a identifiées au début. Et j'en arrive au principe éthique de base, qui est celui de ne pas avoir d'effet négatif, do no harm. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très, très connu, que ce soit dans le milieu médical, dans tout ce qui est coopération internationale. Donc, à la base, ce qui doit guider nos principes éthiques, c'est le fait de ne pas causer de dommages aux personnes avec qui on travaille. D'où cette idée, cette deuxième partie de la proposition, hein, on doit ouvrir, mais on doit fermer autant que c'est nécessaire nos données pour ne pas avoir d'effets néfastes pour les personnes avec qui on travaille. Les personnes, ça peut être des collègues, ça peut être nos institutions, mais en premier lieu, c'est bien sûr ce qu'on appelait historiquement nos informatrices, informateurs, ou des gens qui participent à plusieurs niveaux, de plusieurs manières dans nos recherches de terrain. Et c'est assez parfois difficile d'évaluer ce qui potentiellement ou pas peut faire du mal, enfin peut porter préjudice aux gens qui participent à nos recherches, puisqu'on s'intéresse à des manières de vivre, on s'intéresse à des relations entre des personnes, à des relations avec des institutions. Maintenant, il y a aussi tout un pan très important d'anthropologie qui s'intéresse à des relations avec les non-humains, hein, que ce soit les cours d'eau, que ce soit la nature, etc. Donc, toutes ces relations sont protéiformes, sont multiples, et ça peut parfois être compliqué d'anticiper tout ce qui peut potentiellement provoquer quelque chose de négatif pour les gens avec qui on travaille. Donc, des exemples de risques hein, qui sont assez connus par beaucoup de recherches qu'on fait en Suisse ou à l'étranger, c'est par exemple si on s'intéresse à des personnes qui sont sans statut légal ou à des personnes qui ont des pratiques qui sont illégales, comment faire pour ne pas alerter les autorités sur soit sur des personnes ou sur des pratiques, et donc du coup porter préjudice en essayant de documenter ou d'analyser par exemple des modes de vie de personnes qui vivent sans papier. Hein. Donc, on peut avoir ce danger qu'on va alerter les autorités. Donc, il y a, selon les recherches, des pondérations à faire sur qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, comment on fait pour à la fois être aussi transparent que possible, mais en même temps ne pas attirer l'attention, par exemple, des autorités ou de certains groupes. On va y revenir dans les exemples de recherche que je vais donner. Par rapport à un groupe de population spécifique. Donc, juste pour rappel, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais comme ça, vous l'avez noir sur blanc. Les méthodes en anthropologie, c'est ce qu'on appelle l'ethnographie de manière générale, mais c'est surtout des démarches qui sont qualitatives et inductives. C'est ce que disait Laurent, c'est-à-dire qu'on a une question de recherche, ou en tout cas, on a un intérêt à la base. On n'a pas d'hypothèse. On va pas tester, vérifier des hypothèses. On va plus, le cas échéant, a posteriori, générer des hypothèses de réflexion et d'interprétation. C'est des hypothèses interprétatives. Donc, c'est quelque chose qui est très dynamique, une manière de faire de la recherche extrêmement dynamique, qui se co-construit, qui évolue. On n'a jamais le point de départ n'est jamais le point d'arrivée. Et encore, le point d'arrivée, c'est si on arrête un projet de recherche, mais les projets de recherche, ils sont limités dans le temps, mais par contre, nos réflexions, elles continuent bien après les financements, notamment quand on collabore plusieurs années ou même plusieurs décennies avec des personnes, certains groupes de personnes. On va revenir tout à l'heure sur la dimension processuelle de l'éthique, qu'est-ce qu'elle signifie. Et puis, une caractéristique qui peut rendre les choses aussi assez compliquées, c'est qu'historiquement, l'anthropologie se faisait vraiment historiquement, dans les pays souvent colonisés, hein, ça a été les premiers endroits, mais il y a une prévalence de contextes transnationaux dans les recherches menées en anthropologie. C'est pas du tout les seuls cas, mais c'est souvent le cas. Et du coup, tant éthiquement que juridiquement, ça pose des questions particulières. C'est vraiment
quelque chose que, même en termes de droit, il y a assez peu de guidelines ou d'aides qu'on peut avoir par rapport à ça. Par exemple, pour revenir sur la notion de risque, nos institutions essayent de se prévaloir contre des risques liés à la recherche. C'est pas nouveau, hein, je pense, pour vous. L'exemple, l'université de Neuchâtel, pardon, pour considérer qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce que c'est qu'un risque, ils ont décidé de prendre la carte géopolitique des affaires étrangères françaises qui distingue des zones dans lesquelles on peut aller ou pas, notamment en tant que touriste, en disant, ben voilà, les recherches qui se font dans des zones qui sont présentées, alors là, il y avait un code couleur orange ou rouge, ben, c'est pas possible. Or, la plupart de nos recherches se déroulent dans des zones qui sont perçues par exemple, les ministères des Affaires étrangères comme étant des zones dans lesquelles les touristes peuvent rencontrer des difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette notion-là de risque si on veut continuer à faire notre travail? Donc, au niveau transnational, il y a aussi toute une socialisation à faire, je dirais, au sein de nos institutions sur le type de recherche qu'on fait, mais aussi sur ce qu'on met effectivement en place pour pouvoir se protéger nous-mêmes, protéger nos collaboratrices, nos collaborateurs, et aussi les personnes qui participent à nos recherches. Alors voilà un exemple pour un petit peu thématiser ça de manière un peu plus claire ou un peu plus concrète. En 2019, j'ai obtenu un projet de recherche dont le nom court, c'est Immobile Others in Chile. Donc, on a commencé à travailler en 2019 avec j'avais 2 collaboratrices sur place et une troisième doctorante que je suivais qui n'était pas directement dans ce projet. Donc, ça, c'est des personnes qui ont co-rédigé l'article qui est dans le titre est là. Le Chili était traditionnellement considéré comme un endroit politique, enfin dans un pays extrêmement stable en Amérique latine. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la zone, il y a les photos qui ont été prises, j'ai commencé à faire ma thèse là-bas, donc c'est des gens avec qui je travaille depuis 20 ans. Et en 2019, pendant que nous commencions vraiment tout début du terrain exploratoire, moi je venais de rentrer, et les 3 collaboratrices sur place se sont retrouvées face à ce qui a été appelé l'estallido social, donc une révolte sociale assez forte, assez importante, alors très importante en ville, mais pas seulement. Hein, il y a eu aussi, notamment où on travaillait dans la campagne, et il y a eu voilà, elles ont participé à un certain nombre enfin, des fois elles se sont trouvées simplement en présence de manifestations, en présence aussi de forces armées, parce qu'il y a eu une répression policière extrêmement forte. Donc, elles se sont tout à coup retrouvées dans un contexte très périlleux parfois, physiquement, mais surtout en termes de santé mentale. Et elles ont documenté aussi cela dans leur journal de terrain et par des photos. Je vous expliquais qu'on allait aussi parler un tout petit peu de photos. Alors ça, c'est les 2 photos, donc la photo de la répression et la photo de la grande banderole avec un drapeau mapuche multicolore derrière. C'est juste avant vraiment qu'il y ait l'embrasement, donc c'était le 12 octobre, l'embrasement c'était le 19 octobre, 12 octobre, c'est l'embrasement c'était le 19 octobre. Et il y a eu déjà cette présence extrêmement forte des forces armées quand il y a une manifestation qui s'est faite pour lutter contre la création d'un barrage hydroélectrique qui avait des influences en termes d'écologie et de vie quotidienne dans la vallée dans laquelle on travaille principalement. Et donc, elles ont documenté ça et on a eu toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut montrer ou qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer par rapport à ces photos. Aussi parce qu'à un moment, elles avaient des portraits de policiers assez, enfin, où on voyait les visages, mais on voyait aussi les noms parce qu'ils ont des plaquettes. Et on s'est dit, on a eu toute une discussion, et même en fait, ça, c'est des photos qu'on ne peut absolument pas utiliser parce qu'on ne sait pas ce qui va se donner. Bien sûr, nous, on était assez critiques par rapport à la répression violente des manifestations par l'armée.
mais on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures et empêcher, enfin, faire attention à ne pas pouvoir identifier certaines personnes sur le terrain et par contre identifier des policiers. Enfin, voilà, ça, c'était une des réflexions éthiques qu'on a eues. Est-ce qu'il faut ou pas avoir deux poids, deux mesures? C'est pas, tous les anthropologues ne répondent pas de la même manière à cette question, mais en tout cas, en tant que principal PI de ce projet, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère et on ne peut pas dévoiler l'identité des personnes qui ont participé à la répression, même si on peut dévoiler par contre des problèmes de violence, des actes qui ont été faits, mais sans avoir vraiment le nom des personnes. Et puis la troisième photo que vous avez là, celle avec le no, otra vez, c'est une photo qui a été prise dans le cadre des manifestations suite vraiment à l'estallido social, donc à ces grandes émergences de mobilisation sociale, hein, avec vraiment énormément de conséquences. Cette pancarte était pour nous extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle fait référence par le nom et par les couleurs à la campagne qui a abouti en fait à ce que Pinochet ne soit pas réélu à la tête du pays. Donc c'est vraiment un lien avec la fin de la période de la dictature. Mais là aussi, sur toutes les photos de manifestants qu'on a, on a choisi de montrer les pancartes et non pas les personnes, parce que potentiellement, on ne savait pas non plus quelles allaient être les conséquences de ce mouvement social. Donc ça, c'est un premier élément par rapport à cette recherche. La doctorante devait repartir le 15 mars 2020 sur le terrain. Autant vous dire qu'à partir du 13 mars, le monde s'est arrêté de tourner, donc elle n'a pas pu faire son terrain comme prévu. Mais on a finalement pu retourner en septembre. On était plusieurs. On a fait un terrain intensif en septembre de l'année passée, août-septembre de l'année passée, où on a privilégié les gens avec qui je travaille depuis longtemps et que je côtoie depuis 20 ans. Et on s'est aperçu dans les photos qu'on avait pour documenter un petit peu ce qu'on avait, mais les photos illustraient en fait une certaine difficulté qu'on a eue de formaliser qu'est-ce que c'est qu'une donnée de terrain, parce que la plupart du temps, comme on vivait dans deux familles différentes, les interactions qu'on avait avaient lieu au moment des repas, soit au moment où on préparait à manger, au moment des repas. Alors, en fait, on a plein de photos de nous en train de manger sur le terrain, très bon. Mais c'est problématique dans la mesure où, en tout cas, on ne sait pas si c'est problématique, mais en tout cas, on s'est posé beaucoup de questions en disant, les gens savaient qu'on était là, on est allé officiellement pour faire une recherche. Alors moi, j'ai une partie de ma famille là-bas, donc c'est des gens que je vais voir assez régulièrement. Là, ils savaient que j'étais là dans le cadre d'une recherche, mais quand on mange ensemble, est-ce qu'ils parlent à moi qui connaissent par nos liens familiaux ou à la chercheuse? C'est difficile de savoir. En même temps, on n'a pas travaillé. J'ai pris des fois des notes dans l'espace commun. Donc, ça aussi, j'osais des fois pas trop faire. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont penser? Bizarrement, mes appréhensions étaient un peu fausses parce que c'est quelque chose qu'ils ont salué en disant, on voit que tu travailles sérieusement puisque tu prends des notes. Donc, je disais, ah oui, ok. Donc, on a fait peur de tout à coup mettre en évidence que je documentais des choses. Et pour c'est bien, ça veut dire que tu travailles sérieusement. Tu es une vraie travailleuse, ce qui n'est pas toujours visible quand on se promène, quand on est anthropologue, qu'on se promène, puis qu'on va voir plein de gens et qu'on va boire du maté avec plein de gens. Mais donc voilà, on a quand même cette question qui reste ouverte à partir du moment où on partage beaucoup d'expériences quotidiennes avec des gens pendant plusieurs semaines ou éventuellement plusieurs mois. Comment s'assurer que tout le monde se rappelle en permanence en fait qu'on est là pour travailler, que tout à coup il y a quelque chose qui nous frappe, on ne sait pas à l'avance, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qui va nous frapper. Donc on participe à d'événements, puis tout à coup, ah oui, mais à tel moment il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. On était dans le cadre au niveau temporel, hein, il y a eu le mois de septembre de l'année passée a été assez agité au Chili, puisque ça a été le moment où il y a eu la votation sur une nouvelle proposition de constitution qui a complètement polarisé les gens. Donc il y a eu beaucoup de discussions qui se faisaient de type informel, parce que les gens ne parlent pas tellement de politique de manière plus formelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Comment, en fait, on arrive à objectiver les choses, à avoir des données sans toujours dire dans quel milieu elles ont été produites
parce que parfois, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être potentiellement reconnues par d'autres et qu'elles n'ont pas spécialement les mêmes opinions. Tout ça aussi pour rappeler, enfin, j'aimerais aussi rappeler parallèlement à ça, qu'il ne s'agit pas non plus de considérer que nous, en tant qu'anthropologues, on se souvient toujours de ce qu'on fait, on est aussi pris dans des relations, on n'est pas toujours en train de réfléchir, et que les gens n'ont pas à être infantilisés parce qu'ils savent aussi très très bien des fois faire la part des choses, ils savent qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, et à certains moments on m'a dit, or ça, tu le gardes pour toi, on n'aimerait pas que tu l'utilises alors que c'était quelque chose de très très informel. Donc juste pour rappeler que les gens avec qui on travaille ont aussi beaucoup de connaissances et sont tout à fait à même parfois, très souvent, d'utiliser la relation un peu intime qu'on nous pour dire mais ça en fait c'est des choses que dont tu peux pas trop parler, ou en tout cas pas en nous citant. Et puis ça c'était juste encore un autre événement auquel j'ai participé, qui était la célébration de la fête nationale du Chili dans une école à laquelle j'ai été invitée simplement par des liens familiaux et pas du tout en tant que chercheuse. Donc les adolescents qui se cachent, c'était par gêne et c'était pas pour pas participer à la recherche. C'est une photo tout à fait que j'ai trouvée comme ça, mais je l'ai trouvée assez intéressante justement par rapport au fait de se cacher. Mais le fait que je participe, enfin que je sois invitée à un événement dans une des très grandes écoles de la vallée, c'est-à-dire que je suis survisible quand je suis là-bas en tant que gringa, ça pose aussi un certain nombre de problèmes dans ce contexte spécifique, puisque c'est un contexte qui est justement dans une de ces zones rouges déterminées par le ministère public français, c'est-à-dire c'est une zone de haut danger terroriste, dans lesquelles voilà, c'est pas conseillé de faire du tourisme. Et une des personnes que je connais très très bien m'a amené dans un camping où j'ai pris cette photo-là, qui est un camping qui a été occupé et ravagé. Enfin, dans le sens où on a mis le feu à tous les bungalows et tout ça. C'est une espèce de zone. Maintenant, on ne sait pas trop si on a le droit d'y aller ou pas. On ne sait pas trop qui. Il est sous surveillance, mais on ne sait pas trop de qui. Et puis, bon, du coup, je suis allée là-bas. Mais c'est évident que, étant donné ma survisibilité dans ce contexte et le fait que les gens sachent que je vais depuis 20 ans et savent très bien dans quelle famille je vis, si je publie quelque chose en racontant qu'on m'a mené à ce camping, qu'on m'a donné un certain nombre d'informations, alors ici, il n'y aura rien qui puisse passer, mais quels sont potentiellement les effets sur place des personnes, c'est assez difficile à anticiper et à évaluer. Est-ce que tu as regardé l'heure à laquelle j'ai commencé? Il est moins 10. Encore. Il est moins 10, ça veut dire que j'ai encore. Des 2 minutes. C'est parfait. Merci. Alors, pour en revenir au principe justement de ne pas causer de préjudice, c'est compliqué concrètement dans certains cas de recherche, parce que si on essaye d'anticiper, c'est ce qu'on est censé faire, hein, anticiper de manière la plus ample possible les potentiels risques qu'on fait courir aux gens, c'est assez problématique. Donc, ça pose les questions générales qu'on a selon les principes FAIR de sécuriser les données. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Comment ensuite anonymiser? Moi, quand certaines informations que j'ai sur place, les gens savent très bien avec qui je parle, même si des fois les gens se trompent en attribuant certains propos à des personnes, et c'est pas une personne, ça peut provoquer quelque chose sur place qui n'est pas toujours agréable, surtout dans un contexte qui est assez polarisé, voire assez violent, où l'État, en fait, n'est pas du tout garant de la sécurité. Concrètement, pour sécuriser les données, on nous conseille, par exemple, de passer par des VPN. Alors, dans certains contextes de recherche tels qu'on les a, ce n'est pas toujours possible. On n'a pas toujours un bon accès VPN, enfin un bon accès à Internet pour ça. Et puis, je discutais à la pause tout à l'heure avec des collègues suite à l'intervention qu'on a eue. On est plein, j'imagine que je ne suis pas la seule, je sais que je ne suis pas la seule, il y a plein d'entre nous, en fait, travaillant dans les trains.
Il y a plein de moments où on est dans le train, où on n'a pas accès spécialement à un VPN. En tout cas, on l'utilise pas. Moi, je l'utilise pas toujours. On peut avoir l'ordinateur ouvert sur certaines données. Donc, ça pose aussi des questions. Hein. Est-ce qu'on fait toujours attention à ça ou pas? En général, les gens ne regardent pas, mais potentiellement, on ne sait pas voir. Des collègues me disaient, on fait des fois des réunions dans le train. Teams ou je ne sais quoi, donc en parlant à haute voix. Donc, toute cette question de la sécurité des données, elle paraît abstraitement assez claire, assez facile à suivre, mais dans nos pratiques, elle n'est pas toujours si évidente et se pose la question si finalement, toujours utiliser un accès VPN, voire crypter, ce qui était aussi une des recommandations qu'on a eues dans ce papier, crypter nos données, ce n'est pas toujours possible ou pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on n'est pas responsable? Qui on met en danger? Voilà, il n'y a pas de réponse absolue, encore une fois, mais c'est des questions qui peuvent se poser. Puis, surtout quand elles se posent, c'est souvent qu'il y a eu un problème. Et donc, les résultats peuvent être potentiellement quand même assez négatifs. La question de l'anonymisation et de la pseudonymisation, dont on a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, est cruciale en anthropologie. Parce que vraiment anonymiser est quelque chose, si on prend la loi stricto sensu, c'est quelque chose qui n'est pas possible, dans la mesure où nos données ne prennent de sens que lorsqu'elles sont insérées dans le contexte social dans lequel elles ont été coproduites. C'est-à-dire qu'on peut, si on coupe toutes les correspondances qui existent, en fait, c'est plus des données ethnographiques, c'est seulement en relation avec le contexte qu'elles peuvent être pertinentes. Et du coup, se pose la question comment qu'est-ce qu'on pourrait rendre public ou open, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir et comment. L'autre particularité des données produites de cette manière-là, c'est qu'elles mettent aussi les anthropologues, les chercheuses, les chercheurs, en évidence avec un certain nombre. On peut aussi être extrêmement tout à coup fragilisé dans notre personnalité en tant que chercheuse, chercheur, suivant ce qu'on va utiliser comme données ou suivant ce qu'on va mettre en évidence, parce que c'est aussi notre positionnement social, notre positionnement de genre, notre positionnement, notre statut social. Enfin, il y a énormément d'éléments qui peuvent, selon les thématiques de recherche, être pertinents, qui font qu'on peut aussi s'exposer beaucoup. Une des autres recherches que j'ai faites en Suisse romande, c'est une recherche auprès de l'état civil pour comprendre comment les officières d'état civil marient ou pas des couples, notamment quand il y a un soupçon d'un mariage blanc, où là, j'ai beaucoup de données dans mes journaux de terrain qui sont vraiment relatives à ma propre personnalité. Donc, potentiellement, je pourrais, et ça m'est arrivé dans certains cas d'état civil, d'être dans des situations où je peux potentiellement aussi moi-même subir des effets négatifs d'une ouverture totale des données. Donc, l'anonymisation n'est pas possible en anthropologie, ce qui semble déjà être un énorme problème par rapport au principe FAIR, puisqu'on nous dit qu'il faut anonymiser et après qu'on peut rendre publiques les données, enfin, si on veut aller dans l'open science. Donc, on utilise bien sûr des pseudonymes pour ça c'est la base, mais c'est souvent pas suffisant parce que finalement c'est le type de relation qu'on va décrire, qu'on a mis en place et qu'on va décrire qui permet de produire les données et qui est une donnée en soi. Donc, c'est des choses qu'on peut pas, si on les anonymise ou si on va trop loin, c'est plus possible. Alors, il y a un certain nombre de possibilités qui existent. C'est pas du tout fermé. On a tous des pratiques où on est assez créatif, je pense, par rapport à ça. Alors, outre les pseudonymes, il y a le fait de changer des détails, de changer le sexe de certaines personnes. Ou moi, à l'état civil, j'avais pris que des pseudonymes épicènes, donc sans dire si c'est des hommes ou des femmes. C'est assez intéressant parce qu'après, quand je présente, les gens ont plein d'interprétations sur qui est une femme, qui est un homme. Mais en tout cas, moi, j'utilise des pseudonymes épicènes dans le cadre de cette recherche-là. Ce qui est aussi assez fréquent, ce qui existe, c'est de faire ce qu'on appelle des composites, c'est-à-dire de créer en fait des personnes un peu fictives, mais à partir de 2 ou 3 personnes réelles qui existent, pour
voilà, illustrer, montrer quelque chose. Alors dans certains, dans les démarches qualitatives, c'est possible. Dans certains cas, ça pourrait aller à l'encontre de l'idée de transparence. Mais voilà, ça, c'est des pratiques qu'on met sur pied, souvent un peu chacun dans son coin, et puis d'avoir des espaces où on peut communiquer là-dessus, ça nous donne des idées, et puis ça permet aussi peut-être d'avoir des meilleures pratiques, enfin d'avoir des pratiques, déjà une réflexion sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est faisable, comment, etc. Et puis par rapport au consentement éclairé, encore une fois, pour le moment, le consentement oral et informel est suffisant pour pouvoir faire des recherches. Un petit doute par rapport à la nouvelle loi sur la protection des données. Je crois que on ne sait pas si ça va changer ou pas. En tout cas, moi, je n'ai pas compris ce matin exactement ce qu'il en était par rapport à ça. Si on doit demander un consentement plein et éclairé, et qui plus est, pour aller plus loin, un consentement écrit, dans certains cas, c'est évident qu'on ne peut pas faire de recherche. Je vous ai mentionné il y a quand même beaucoup, non seulement des anthropologues, mais aussi beaucoup de sociologues qui travaillent avec des populations sans permis d'établissement, ce qu'on appelle des sans-papiers. On ne peut pas faire signer un consentement à ces personnes, en tout cas, ou en tout cas, elles ne vont pas signer leur vrai nom, etc. Donc, c'est quand même assez problématique, suivant le type de population avec lequel on travaille. Et surtout, sachant qu'en anthropologie, on est souvent, mais pas exclusivement, en train de travailler avec des populations qui sont marginalisées, vulnérabilisées, et dans des contextes étatiques où c'est l'État justement qui potentiellement est une menace pour ces personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait, avec quel cadre légal on jongle? Est-ce qu'on travaille avec le cadre légal suisse, avec le cadre légal sur place? Il peut y avoir vraiment des tensions parfois. Et dans ces cadres-là, demander à des gens de signer un papier, c'est juste absolument impossible. Dans d'autres cas, par contre, les gens, ça m'est arrivé, voulaient qu'on utilise leur vrai nom. Il n'y a pas de raison que vous signiez les articles, que nous, on ne sache pas qui on est. Donc là, ça pose aussi un certain nombre de questions, parce que dans des cas où les gens veulent qu'on utilise leur vrai nom et que d'autres refusent, et qu'on sait que si dans le même article, il y a des pseudonymes et des vrais noms, on va reconnaître tout le monde. Et ben, du coup, on ne peut pas, par exemple, répondre à la demande des gens d'avoir leur véritable nom mentionné, parce que ça mettrait d'autres gens potentiellement en danger, ou en tout cas, danger d'être reconnus. Peut-être qu'il n'y aurait pas d'autres dangers ou d'autres risques, mais on sait jamais. Donc, cette question du consentement, elle est problématique si elle est formalisée et qu'elle doit être écrite. Elle rendrait potentiellement des études impossibles. Et puis, l'autre caractéristique que je vous ai déjà mentionnée, c'est la dimension processuelle de nos recherches. Donc, le consentement, si on va d'emblée dire aux gens, voilà, on vient faire une recherche, est-ce que vous acceptez qu'on vive un moment avec vous et répondre à nos questions? Ils peuvent répondre oui ou non. Mais finalement, ce qu'on va leur présenter comme étant l'objet de la recherche à ce moment-là, très souvent, ça va se modifier. Et donc, ça requiert d'avoir à plusieurs moments des réaffirmations de consentement, mais aussi pour nous des clarifications des orientations qu'on prend. Très souvent, on ne sait pas très bien où on va au début. Et ça, c'est à la fois une nécessité, mais c'est pas toujours facile. Après, je sais pas, 6 mois d'avoir vécu avec quelqu'un, on dit, mais en fait, on a un peu changé au fil du temps, je travaille plutôt là-dessus. C'est aussi des moments qui sont parfois simplement pas possibles, étant donné le type de relation de longue durée qu'on a. Donc l'idée, c'est un peu cette confiance mutuelle dont parlait Laurent, mais comme on l'a vu avec l'exemple des scandales en anthropologie, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri, c'est pas parce qu'on est anthropologue, bien sûr, qu'on a des pratiques éthiques. Donc, ça requiert quand même beaucoup de vigilance personnelle, des équipes de recherche, et puis peut-être aussi des sociétés professionnelles. Là, pour ça, je pense que c'est bon. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dites. Oui. Oui, justement, ça, je vais passer. Et puis, juste comme autre exemple, mais je vous le mentionne juste comme ça pour que vous compreniez d'autres types de risques. On a un deuxième projet avec une autre équipe plusieurs équipes de recherche en Bolivie, un projet Spirit, donc financé par le Fonds national.
qui pose d'autres questions. Donc, on travaille encore avec des peuples autochtones, comme c'était le cas au Chili, mais on travaille plus sur des peuples, enfin, des personnes LGBTIQ, qui ont un certain, voilà, il y a une certaine reconnaissance de la diversité des orientations de genre et sexuelles dans la constitution de la Bolivie, qui est une constitution de plurinationalité. Mais là, les questions de collaboration avec les peuples autochtones se posent un petit peu différemment parce que il y a une autonomie territoriale et dans certains cas, il y a un rejet total de toutes les identités LGBTIQ en disant voilà, que c'est quelque chose qui vient de l'Occident, que c'est pas entre guillemets naturel pour le faire très très vite. Donc dans le cadre de cette recherche Spirit, qui a donc 6 sous-projets, ça pose aussi la transparence par rapport aux personnes autochtones du sujet de recherche est extrêmement problématique. Et puis, enfin, peut-être juste pour finir sur la question des formulaires de consentement, là, je reprends, c'est un doctorant qui est sur le point de soutenir sa thèse. Il mentionne cet informateur qui travaille plus à l'Office des migrations. Il a travaillé, Lucas a travaillé dans les institutions. Et puis, il a fait des formulaires de consentement. C'est a priori plus facile dans le cadre d'institutions. Et la personne disait, mais en fait, moi, ça m'a absolument égal ce que vous faites avec ce document. Du moment que je l'ai signé, je suis couvert. Donc, on peut aussi se poser la question de quelle est la pertinence d'un document de consentement si finalement il n'y a pas d'autre compréhension de son utilité, si c'est juste pour se dire moi je suis couvert. En fait, finalement, ça ne répond pas aux exigences de consentement sous-jacent, ce qui ferait que les personnes savent à quoi elles s'engagent, elles comprennent l'ensemble de la recherche. Là, c'est vraiment quelque chose qui est tout à coup une espèce de formalité qui balaye tout ce qui sous-tendrait en fait la pertinence du consentement. Peut-être j'arrête ici, puis il y aura d'autres éléments qui. Merci.